Bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous vous joignez petit à petit. Donc, bienvenue à notre webinaire sur les stratégies de gestion des données de recherche appliquées à la santé. On est vraiment ravis de voir de plus en plus présents, plus de 100 personnes déjà qui se sont joints à nous en ce jeudi matin. Merci beaucoup. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment ravis. Vous voyez toute l'équipe ici pour vous présenter les processus qui sont en train de conduire à l'établissement de stratégies en gestion des données de recherche avec une sensibilité, mais aussi une particularité appliquée à la santé. Mais vous verrez que ça va bien au-delà. Et c'est ce qui va être porteur pour la communauté. Alors, je tiens à rappeler que ce webinaire est organisé par la communauté de pratique Accès aux données de santé qui aujourd'hui compte plus de 220 membres. Bon, beaucoup sont présents aujourd'hui. Et puis, surtout, nous sommes vraiment ravis de voir de plus en plus de membres, d'organiser des webinaires. Mais ça, c'est notre premier événement officiel. Et on pensait qu'un webinaire sur des stratégies de gestion de données, même si elles sont qu'à leur étape de constitution dans le cadre de processus de consultation collaboratif, sont vraiment intéressantes pour le réseau de la santé, mais aussi au-delà. Et là, on reconnaît vraiment une présence universitaire. Donc, je pense que ça va être très, très porteur. Et je vous remercie toutes et tous d'être présents. Alors, sans plus tarder, je vais présenter notre maître de cérémonie aujourd'hui, qui est François Pelletier, qui va animer ce webinaire ce matin. Alors, François Pelletier est l'un de nos co-animateurs de la communauté de pratique accès aux données, mais pas seulement. C'est vraiment un acteur essentiel aujourd'hui, non seulement au niveau de l'analyse de données par son expertise, mais aussi de la communication avec toute la communauté de recherche et de son engagement au service du partage des données, de l'utilisation de logiciels libres, de la science ouverte. Merci beaucoup, François, d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Et je te présenterai plus particulièrement. Donc, tu es professionnel de recherche au département de physique, de génie physique et d'optique de l'Université Laval, en étroite collaboration avec le professeur Després qui va aussi présenter aujourd'hui avec sa collaboratrice. Alors, François est spécialisé en ingénierie des données et en stratégie d'analytique avancée. Et après avoir complété une maîtrise en actuariat, il a œuvré durant plusieurs années dans le secteur de l'assurance avant de faire un retour dans le monde académique tout récemment. Il est aussi entrepreneur spécialisé en formation et conception de solutions en analytique d'affaires. C'est aussi un excellent blogueur, je tiens à le souligner. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. On en apprend toujours grâce à François. Et puis, merci de nous faire cet honneur de pouvoir animer ce webinaire et de nous présenter nos panélistes aujourd'hui. François, je te donne la parole. Merci beaucoup, Cécile. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Moi, je me considère encore un petit peu comme un nouveau dans cette communauté-là, mais je pense que je prends ma place assez rapidement, là. D'ailleurs, merci pour l'invitation d'animer ce webinaire-là aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais présenter nos premiers invités qui vont nous parler de la stratégie de gestion des données et de recherche à l'Université Laval. Donc, j'ai une petite mise en contexte pour l'Université Laval qui a quand même débuté ces travaux-là depuis quelques temps. Donc, sous l'impulsion du vice-rectorat à la recherche et l'innovation et de la bibliothèque, donc, un comité a été formé pour rédiger et construire une stratégie. Et ensuite, il y a eu déjà plusieurs démarches de consultation qui ont été entreprises et la première version de la stratégie est déjà terminée et a commencé à être diffusée. Et les travaux liés à cette stratégie ont, dans le fond, rapproché les communautés aussi des TI et de la bibliothèque par l'entremise de projets qui ont été financés par l'Alliance de recherche numérique du Canada et les groupes de gestion de données et de développement logiciel. Donc, nos deux invités, Émilie Fortin est bibliothécaire à l'Université Laval depuis 2011 et en janvier 2021, elle a pris le relais du soutien à la gestion des données de recherche. Elle est impliquée dans le comité institutionnel sur la gestion des données de recherche. Elle a participé à la rédaction de la stratégie de l'Université Laval sur les données de recherche. Et elle est également membre du groupe d'experts de l'Alliance de recherche numérique sur la planification de la gestion de données. Donc, bienvenue, Émilie. Ensuite, en même temps qu'Émilie va présenter, professeur Philippe Després va aussi partager son expertise au niveau du Centre de recherche sur le cancer de l'Université Laval en physique médicale et il est aussi chercheur régulier
de son centre de recherche dans le fond, sur la physique médicale. Il s'intéresse entre autres à la valorisation de données dans le milieu médical, en particulier aux infrastructures, les normes, les bonnes pratiques, incluant surtout les principes FAIR qui sont nécessaires à l'exploitation responsable des données et de l'information clinique. Donc, merci à nos deux invités et je vous laisse la parole. Merci François. C'est moi qui commence. Juste poser la question habituelle, est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui. Merci. Donc, c'est moi qui va commencer la présentation. Philippe va enchaîner avec un peu plus le côté concret. Moi, je vais aller un peu plus dans la présentation en lien avec la stratégie institutionnelle qui a été faite à l'Université Laval. Vous savez un peu qu'est-ce qui a mené au besoin de rédiger une stratégie, donc je ne vous referai pas l'historique. Ce que je voulais préciser, c'est que, bon, vous savez, en 2018, il y a eu la diffusion de l'ébauche de politique qui est sortie. À partir du moment où est-ce que l'ébauche est sortie, c'est là que ça a commencé à bouger à l'Université Laval. Donc, il y a eu le comité institutionnel que François a mentionné, le comité institutionnel sur la gestion des données de recherche, qu'on appelle communément le CIGDR, qui a été formé. Il a été formé, le noyau dur, par effectivement le vice-rectorat à la recherche, à la création et à l'innovation, donc le vice-rectorat à la recherche, et la bibliothèque. Ensuite, on a joint à ce noyau dur-là les gens qui étaient le plus proches, qui étaient nécessaires en fait d'avoir la conversation en lien avec la GDR, donc les gens qui étaient impliqués, les gens qui étaient touchés directement. Donc, il y a eu une invitation qui a été envoyée à des personnes de la DTI, donc les gens dans la technologie de l'information, du côté de l'éthique et du côté des professeurs également. En 2018 et 2019, là, il y a eu aussi du côté de Portage, ils ont sorti la première version de modèle de stratégie. Ça, c'est important que je le précise parce que les travaux de l'université ont surtout suivi ce modèle-là. Il y a eu des développements qui ont été faits par la suite, mais nous, on est surtout en lien avec les premiers travaux qui ont été faits. Et il y a eu en 2019 aussi l'exemple de la Dalhousie University qui est sorti, qui a été publié. Donc, le mandat du comité comme tel, c'était de mettre en place des mécanismes qui assureront une gestion responsable des données de la recherche dans le contexte global des sciences ouvertes, en accord avec les politiques et règlements imposés par les organismes subventionnaires. Si je vous mentionne le mandat, c'est que vous remarquez que ce n'est pas uniquement de rédiger la stratégie institutionnelle, c'est un peu plus large que ça. Au début, les rencontres, c'était aux 4 à 5 semaines depuis la fin janvier 2019. Il y avait la présidence qui était assurée par le vice-rectorat à la recherche et le secrétariat par la bibliothèque. Donc, la composition du comité original, oui, vous avez les titres, je ne vous les nommerai pas tous, mais juste pour que vous donniez une idée qui était autour de la table, il y avait des gens de la bibliothèque, des gens de l'éthique, des gens du vice-rectorat à la recherche, des professeurs et quelqu'un du côté DTI. Donc, comme je vous mentionnais, la stratégie, c'était un des objectifs du CIGDR, mais ce n'était pas l'unique objectif. Il y avait aussi de s'assurer qu'une sensibilisation adéquate soit faite auprès des chercheurs en matière de gestion des données de recherche. Il y avait l'identification des rôles et responsabilités des parties prenantes impliquées dans la GDR au niveau institutionnel. Il fallait s'assurer aussi que les outils, le soutien nécessaire soient mis en place et qu'ils soient disponibles pour les chercheurs de l'université. C'était aussi de proposer à la direction une politique de gestion de données de recherche en adéquation avec les politiques nationales, bien entendu, et de mieux connaître et de diffuser les initiatives nationales. Donc, que ce soit Portage, que ce soit les initiatives de l'Alliance, et de se familiariser avec les outils que ces initiatives-là développaient. Donc, vous le savez tous encore mieux que moi, il y a eu la pandémie qui a frappé. Ce que ça fait, ça a eu entre autres des délais du côté de la politique elle-même. Donc, la politique n'était pas censée sortir si tard après l'ébauche et ça a retardé aussi la rédaction de notre stratégie à l'université. Donc, les réunions aussi, il y a eu un moment sans réunion et ensuite sont devenues en virtuel. Donc, la première version de la stratégie, on a quand même réussi à la terminer en janvier 2021. Ça a été un brouillon qui a été rédigé par le vice-rectorat à la recherche et la bibliothèque. C'était comme une espèce, encore là, de noyau, de brouillon qui était vraiment à développer, qui a été apporté au comité, au CIGDR, qui faisait des commentaires pour pouvoir le bonifier, modifier aussi, puis de l'ajuster pour être en adéquation avec les besoins de la recherche. Donc, en 2021, le 15 mars exactement, on a enfin eu l'application de la politique des 3 organismes, fait qu'on a pu confirmer que oui, on le savait déjà, mais il faut rédiger une stratégie de gestion de données de recherche et en informer l'organisme concerné. On avait déjà notre brouillon. Ce qu'on a fait après, on était rendu à la partie consultation. Et je dois faire juste une note par rapport à ça. Au moment où est-ce qu'on avait
où est-ce qu'on a fait les consultations, je n'étais pas personnellement présente. Donc oui, je suis quand même au courant de ce qui s'est discuté. J'ai vu les commentaires aussi qui ont été faits sur la stratégie, mais ça se peut qu'il y ait certaines choses que je ne sache pas justement parce que je n'étais pas présente. Donc les gens qui ont été consultés, bien entendu, comme je mentionnais, les membres autour de la table du comité. Il y a aussi eu la table de concertation de la recherche. Ça, c'est les vice-doyens et les vice-doyennes en recherche. Les centres affiliés, donc tous les centres de recherche en milieu hospitalier ont été consultés. Les comités d'éthique de la recherche avec les êtres humains. Le comité de la recherche, ça, c'est un représentant par faculté qui fait partie du comité de la recherche, ainsi que la table des conseillers à la recherche. Les commentaires qui sont ressortis dans ces consultations-là, il y a eu beaucoup de préoccupations sur les données sensibles. Ça, c'est certain que c'est une préoccupation assez importante. La seule chose, c'est qu'il faut la relativiser aussi parce qu'il y a à peu près à l'Université Laval, 30 des projets de recherche qui passent en comité d'éthique. Donc, il y a 70 des recherches qui sont faites qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas de données sensibles. Donc, oui, on en tient compte, évidemment, et c'est très important, mais il est aussi mis en... bref, on en tient compte, mais ce n'est pas non plus l'élément le plus important de la stratégie. Il y a la responsabilité des objectifs aussi qui est ressortie comme commentaire parce que des fois, en fait, on a marqué c'est qui est responsable de tel ou tel objectif, sauf que, disons, il y est marqué bibliothèque. Les gens s'inquiétaient le fait que si on n'a pas de nom associé à la responsabilité, bien, que cet objectif-là ne soit pas réalisé parce qu'il n'y a personne qui porte l'objectif. Fait que ça, c'est quelque chose dont on a tenu compte. Il y a aussi la confusion avec le terme stratégie et le contenu du document. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez la première version justement de portage de propositions pour le modèle, en fait, comment faire une stratégie. Puis effectivement, ce modèle de stratégie-là ne correspond pas à l'idée qu'on peut avoir d'une stratégie. Donc, oui, on en est conscient qu'effectivement, il y a comme une certaine différence entre l'idée d'une stratégie puis ce qu'on a rédigé, mais bon, nous, on s'est basé sur le modèle portage. Il y a aussi qui est ressorti une mécompréhension au sujet du plan de gestion de données. Bizarrement, oui, il est mentionné le plan de gestion de données dans la stratégie, mais on voit qu'il y a comme une confusion, fait que c'est quelque chose qu'il va falloir certainement faire de la sensibilisation, bien, continuer à faire de la sensibilisation à ce sujet-là. On a eu aussi beaucoup de suggestions d'amélioration. Des fois, il y a des objectifs qui étaient mal formulés, des éléments qu'on devrait développer. Fait que ça, évidemment, on en a tenu compte quand on pouvait. Puis ce que je veux mentionner principalement, c'est qu'on a décidé d'arrêter la consultation parce qu'une consultation, ça pourrait être très, très long. Il y a beaucoup de gens qu'on aurait pu consulter, qu'on n'a pas consulté. Mais la façon dont on le voit, c'est que c'est une première version qu'on dépose, qu'on a rédigée. Le but, c'est de continuer à recevoir les commentaires et, dans 2 ans, de la réviser, cette stratégie-là, d'en faire une nouvelle version. Donc, il n'est pas trop tard pour la commenter finalement, même si elle est diffusée. Par rapport aux autres travaux du comité, il y a aussi eu du travail de fait. Donc, il y avait l'identification des parties prenantes, les rôles de chaque personne en GDR, l'identification des besoins des usagers via des sondages internes donc, qui ont été faits par l'université ou externes, par exemple, le sondage qui a été fait par l'Alliance, l'identification des différents services mis en place par les services ou unités de l'université, parce que c'est toujours de savoir qui fait quoi, à qui s'adresser. Je ne dis pas que c'est parfait et qu'on est vraiment rendu très clair, mais on travaille là-dessus. Présentation des enjeux liés à GDR à plusieurs groupes institutionnels. Encore là, on commence, ce n'est pas terminé, mais on commence à faire de la promotion par rapport à ça. La mise en ligne de pages web dédiées à la GDR, à la fois du côté de la bibliothèque, on a refait notre page web sur la GDR et on est aussi en train d'en faire une du côté du vice-rectorat à la recherche. Il y a eu la rédaction d'une fois en question pour répondre aux questions des chercheurs. Donc, on avait déjà des questions de chercheurs qu'on connaissait. Donc, on a fait une fois en question pour y répondre. On continue de la bonifier aussi au fur et à mesure où est-ce qu'on en reçoit. Et on a commencé aussi la rédaction d'une politique GDR. La composition du comité a changé aussi en cours de route. Donc, en date de cette année, il y a eu 2 ajouts importants. Il y a eu quelqu'un qui est en relation avec les communautés autochtones qui a été ajouté et il y a aussi eu quelqu'un de la sécurité de l'information aussi qui est maintenant dans le comité. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la stratégie institutionnelle? Dans l'introduction, il est mentionné les principes FAIR parce qu'ils sont mentionnés dans la politique. On trouve aussi que c'est important, fait qu'on met l'emphase là-dessus. On veut que les données qui sont produites par l'Université Laval respectent les principes FAIR. Il y a la mention aussi des recherches qui sont menées par et avec les Premières Nations métisses et inuits. Donc, à partir du moment où est-ce qu'il y a une recherche qui est faite avec les communautés autochtones, celles-ci doivent être impliquées. Il y a toute la mention de l'historique du CIGDR.
Ensuite, il y a une section définition. On aurait pu faire une section énorme de définition, mais on s'en est tenu à 3. Les autres ont été mis dans la foire aux questions, donc les données de recherche, gestion des données de recherche. Et comme je vous disais, elle se base sur le modèle portage. Donc, il y a 3 volets, l'état de préparation institutionnelle, la mobilisation, la formalisation des pratiques en GDR. Et ça ressemble à un espèce de tableau avec les objectifs, l'état actuel de la situation, les actions à faire, les échéanciers et les responsables. Vous pouvez aller un peu plus loin, vous allez avoir le lien pour pouvoir aller la consulter parce que vous pouvez la voir au complet en ligne. Donc, il y a eu des nouveaux documents qui ont été rédigés. J'en ai parlé la fois aux questions, puis il y a eu aussi certains guides qui sont à rédiger, qui ont été rédigés et qui sont à rédiger, par exemple, sur les plans de gestion de données sur Dataverse. Et on a tenu compte aussi de tous les documents institutionnels qui sont reliés, comme la politique sur la conduite responsable en recherche, les directives relatives à la gestion des renseignements personnels, politique sur le libre accès et le règlement sur la propriété intellectuelle. La stratégie a été acceptée par le comité directeur le 17 janvier 2022. Elle a été diffusée en mars 2022 sur le site web du VRCI. Je vous mettrai le lien dans le chat quand je vais pouvoir. Et nos prochaines étapes, c'est de faire le suivi des objectifs parce qu'effectivement, juste de lancer des objectifs dans l'univers, ça ne permettrait pas de les réaliser. Révision de la stratégie, comme je vous mentionnais, il y a eu beaucoup de développement depuis le fameux modèle partage. Donc, il y a eu aussi le modèle d'évaluation de la maturité, le MAMIC, qu'on va pouvoir utiliser pour faire notre révision de la stratégie et la rédaction de la politique de la GDR. Sur ce, je passe la parole à Philippe. Merci, Émilie. C'était vraiment très clair. Ça résume extrêmement bien ce qu'on a fait dans les dernières années. Moi, je vais vous parler plutôt de l'implémentation parce que c'est beau avoir une politique, une stratégie, etc. Mais si on n'a pas d'outils, si on n'est pas capable d'outiller les chercheurs et les chercheuses pour qu'ils puissent mettre ça en pratique, bien, on n'est pas plus avancé. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'écosystème à l'Université Laval de GDR que je pourrais décrire ça comme ça. Je vais vous parler de Valeria, je vais vous parler de Pulsar et de la pile logicielle qui soutient toutes les activités. Et je vous mentionne qu'il y a un nouvel organisme au Canada qui s'appelle l'Alliance de recherche numérique du Canada, anciennement Embryo, qui a trouvé un nouveau nom, qui finance en fait la GDR ainsi que le calcul informatique de pointe et le logiciel de recherche. À l'Université Laval, on a eu la chance d'avoir quand même pas mal de financement au fil des dernières années, là, entre autres là, du financement Canary pour le développement logiciel. Donc, on a 3 développeurs qui, une partie de leur temps est occupée par le développement d'outils en lien avec la GDR. On a aussi participé à une cohorte là, pour faire certifier le dépôt Pulsar par la certification Core Trust Seal, financement de l'Alliance aussi. On a aussi eu du financement pour faire la vérification d'un jeu de données COVID, le projet Mavipan qui est mené par Annie Leblanc et qui est propulsé par Pulsar. Il y avait récemment aussi le concours des Data Champions sur les campus. Notre proposition n'a pas été retenue à Laval, mais je sais qu'à l'Université de Montréal, peut-être à McGill aussi, là, il y a des gens qui ont eu ce financement-là, l'annonce qui a été faite cette semaine. Au global, là, au final, ce qui est arrivé, c'est que ce financement-là nous a permis de venir rapprocher les communautés TI et bibliothèques qui ont des connaissances disciplinaires extrêmement pointues, mais qui ne se parlaient pas nécessairement beaucoup. Je pense que ce financement-là est venu rapprocher ces 2 communautés-là, puis il y a eu des impacts vraiment positifs. Donc, je vous présente sur la prochaine diapo l'écosystème qu'on a à Laval. Là, on a la chance d'avoir un centre de valorisation à données, donc du béton, des serveurs, des cabinets de serveurs dans un environnement sécurisé. Autour de ça, il y a ce qu'on appelle l'équipe Valeria, qui s'occupe de tout ce qui est applicatif, stockage, sécurité, calcul, réseautique ici. Vraiment la couche de fondation technologique qui nous permet ensuite de faire des projets. Entre autres, vous voyez la couche Pulsar en bleu ici qui utilise un peu l'infrastructure mise en place par Valeria et se greffe à ça, en fait, d'autres projets, là, en fait, aussi d'autres institutions. Il y a CODA là, qui est là, que peut-être que Michael va aborder tout à l'heure. Il y a COPAC qui est à l'Université du Québec à Chicoutimi, mais notre écosystème se consolide, devient de plus en plus mature. Et en fait, ça permet d'offrir des outils reliés à la GDR aux chercheurs. Je vous en présente un à la prochaine diapo, qui est le catalogue de données qui est généré automatiquement par la pile logicielle
Obiba, que j'ai mentionné d'entrée de jeu, là, qui est développé en partie à McGill dans le groupe d'Isabelle Fortier, qui s'appelle MyStrum Research, où en fait cette pile logicielle-là nous permet d'administrer les données, nous permet d'exposer ces données-là. Donc, le F dans FAIR, c'est exactement ça. Donc, on expose les jeux de données, les métadonnées associées. On peut même exposer les variables, idéalement la description des variables que contiennent ces jeux de données-là. Donc, ce sont des outils que les chercheurs peuvent utiliser. On est en train de bonifier avec le financement de l'Alliance, justement, ces outils-là pour les rendre encore plus fair. Par exemple, ce qu'on voit ici, le catalogue de données, il n'y a pas de fonctionnalité pour pouvoir émettre un DOI, donc un identifiant permanent qui permettrait de référer de façon non ambiguë à un jeu de données. On est en train de développer cette fonctionnalité-là avec une collaboration, comme je disais, bibliothèque et TI. Donc, prochaine diapo. Bon, ça, c'est justement les métadonnées dont je parlais et qu'on veut enrichir. En fait, ce travail-là peut profiter à l'ensemble de la communauté. Donc, ce travail-là qu'on fait dans un projet en logiciel libre, de la suite Obiba, si nous, on vient ajouter une fonctionnalité par rapport à l'émission d'un DOI ou le rattachement à certaines ontologies, ça profite à l'ensemble de la communauté de recherche parce que c'est un projet justement que vous pourriez prendre et déployer dans vos institutions aussi. Prochaine diapo. Ce qui guide en fait nos développements aussi, c'est intéressant, c'est que l'équipe restreinte derrière les principes FAIR ont mis en ligne un outil qui nous permet de tester nos outils technologiques et de vérifier leur état de vérification. Donc, vous voyez ici, on a soumis justement le dépôt qui héberge Nutri-Québec, qui est une étude pulsar sur la nutrition. Et on voit des lumières rouges et des lumières vertes ici qui nous disent, ben voici, là, vous avez des identifiants permanents, donc c'est une bonne chose, ça respecte le F. Mais par contre, dans ce cas-ci, en fait, on n'en a pas, là, si la lumière est rouge. Mais par contre, vous avez des métadonnées qui sont moissonnables par des engins de recherche, donc là, la lumière est verte. Donc, c'est ce qui guide nos développeurs et eux, ils essaient de bonifier nos outils derrière pour cocher toutes les lumières vertes, en fait. Donc, prochaine diapo. Je veux juste terminer en rappelant que justement, il y a un nouvel organisme au Canada qui s'occupe de tout ce qui s'appelle infrastructure numérique, donc l'Alliance, qui a 3 mandats. Il y a 3 piliers. Vous voyez la gestion de données de recherche qui est maintenant un pilier, logiciel de recherche aussi qui était du côté de Canary avant, qui est maintenant sous l'égide de l'Alliance, et calcul informatique de pointe qui était auparavant à Calcul Canada, mais Calcul Canada qui est en train d'être absorbé par l'Alliance présentement. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir que maintenant, la composante GDR, la composante logiciel de recherche, fait partie intégrante de l'écosystème de recherche numérique. C'était un petit peu occulté avant. Et moi, je suis un peu un ambassadeur de l'Alliance. Donc, je vous encourage vraiment à regarder ce qui se passe de ce côté-là. Il y a des occasions de financement qui s'en viennent aussi. Donc, il ne faut pas les rater. Il faut peut-être aussi penser au Québec à se mettre ensemble pour proposer des projets porteurs qui vont bénéficier à l'ensemble de la communauté québécoise et canadienne. Donc, je termine là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Philippe. C'est vraiment, vraiment très intéressant de voir tous les développements qui ont été faits du côté de l'Université Laval. Je voulais voir si on avait des questions dans la foire aux questions en ce moment et je ne crois pas. Mais ce qu'on peut faire là, avant de passer à nos prochains présentateurs, on pourra avoir la possibilité d'ouvrir le plancher pour poser une question ou deux. Là. Donc, s'il y a des gens qui veulent ouvrir leur micro, qui ont des questions à poser immédiatement à nos deux représentants de l'Université Laval, le plancher est ouvert. Je vois qu'on a une main de levée. Oui, bonjour. Bonjour Pierre-Hugues. Oui, une question rapide comme ça. Là, ces outils-là semblent avoir été développés pour des projets de recherche qui sont en cours ou qui vont être développés dans le futur. Est-ce qu'il y a une stratégie d'archivage de jeux de données qui ont déjà été construits ou qui ont déjà été exploités puis qui sont peut-être en fin de vie utile actuelle, mais qui pourraient peut-être servir dans le futur là, à d'autres chercheurs ou à d'autres développements? Bien, Émilie, peut-être que je peux te laisser répondre là-dessus. C'est sûr que du côté Pulsar, c'est des projets qui sont vivants, donc c'est des données qui continuent à rentrer, mais il y a le service Dataverse, peut-être, Émilie, que tu vas aborder.
Ben, c'est exactement ça que je pensais. Le Dataverse, c'est un Dataverse institutionnel, donc chaque institution en a un. Et c'est un service aussi multidisciplinaire, donc n'importe quel jeu de données qui est effectivement terminé, vu qu'on y associe un DOI, peut être déposé, mais on dit terminé. Peut continuer à avoir d'autres jeux de données qui sont liés à un projet de recherche, mais c'est certain que le Dataverse, c'est un endroit où est-ce qu'on peut archiver les données, puis il y a de plus en plus de développement qui est fait pour que le Dataverse soit sécuritaire à long terme. Donc, c'est un des endroits. Il y en a d'autres aussi qu'on peut proposer, là, mais du côté institutionnel, il y a le Dataverse. Merci beaucoup. Est-ce qu'on avait d'autres questions dans l'audience? Sinon, moi, j'en avais préparé une, donc je vais me lancer. Ma question est au niveau de tout le code qui est développé par rapport à différents jeux de données, justement. Donc, est-ce qu'il y avait une initiative pour relier justement le code des projets en logiciel qui sont développés par les chercheurs aux jeux de données sur lesquels ils ont été exploités aussi? Donc, est-ce que c'était quelque chose qui était planifié? Parce que ça pourrait être un ajout intéressant de joindre le code qui est Oui, mais développé si aux je différents comprends jeux de bien, données. effectivement, dans le cycle de découverte, le cycle de découverte tout court, il y a du code. Donc, il y a de la donnée, il y a du code qui transforme la donnée, puis il y a des résultats. Donc, les résultats, il y a déjà des DOI, nos articles qu'on produit sont identifiables de façon unique. Les jeux de données aussi, mais effectivement, le code qui permet de passer des données brutes à quelque chose de consommable et de digérable par l'humain devrait aussi être consigné. La plateforme GitHub offre la possibilité d'émettre des DOI sur des bouts de versions de code spécifiques et effectivement, ça devrait faire partie de toute bonne méthodologie en recherche d'utiliser ces identifiants permanents-là aussi. Et ben, on s'enligne là-dessus. C'est juste que c'est un changement de culture. Hein. On n'est pas, la plupart des chercheurs n'ont pas ce désir-là de rendre leur processus complètement traçable. Je dirais peut-être la bioinformatique est peut-être relativement avancée de ce côté-là, mais c'est un changement de culture, ça prend du temps. Oh, merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions de notre Il y a 2 audience? questions dans le questions et réponses. Ah oui, oui, parfait. Je viens de les voir. À propos Parfait. des données sensibles et personnelles, présentement, il y a beaucoup de travail qui se fait au niveau national pour avoir des endroits où les loger. Des fois, il y a des possibilités dans les institutions pour loger ces informations-là. Le problème qu'on a, c'est de les loger à un endroit pour les partager. Parce que là, ce qu'on dit souvent aux gens, c'est à la limite, mettez pas de vos données, mais rendez vos métadonnées visibles pour que les gens sachent que ces données-là existent et qu'ensuite qu'ils vous contactent et que vous puissiez les partager. Fait que là, c'est notre façon temporaire de pallier à la situation, mais il y a des développements qui se font au niveau national, au niveau provincial pour essayer d'avoir des endroits où est-ce que, oui, les données pourraient être, les métadonnées et les données pourraient être logées afin de pouvoir les partager. Fait que oui, ça s'en vient, on travaille là-dessus, on est au courant que c'est un gros problème actuellement. Puis, il y a aussi les questions. Oui, je suis tout à fait d'accord avec la personne qui a mentionné les données sensibles. Ce n'est pas simplement les données personnelles, c'est aussi les données, tout autre type de données qui peut être sensible et qui est mieux de ne pas partager à tous, de ne pas rendre ouvert. Fait qu'effectivement, je suis totalement d'accord avec ça. C'est bon, merci beaucoup. Pour ceux qui ont d'autres questions, on va y revenir à la fin. On va avoir une période de questions additionnelles. C'est maintenant le temps de passer à nos 2 prochains invités. Donc, merci encore Philippe et Émilie et on pourra revenir à la fin ensemble. On va avoir une période d'environ 20 minutes pour poser des questions additionnelles. Donc, j'invite maintenant Geneviève Morin et Stéphanie Dyke de l'Université McGill et de l'Institut Douglas à prendre place pour la présentation et je vais les introduire avec une petite biographie. Donc, Geneviève Morin est gestionnaire du programme de sciences ouvertes au Centre de recherche Douglas et est coordonnatrice de l'initiative Santé mentale numérique au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Geneviève est aussi responsable de faciliter les processus de cueillette de données numériques de qualité et de gestion de partage de réutilisation des données, qu'elles soient issues de la recherche ou du domaine clinique. Stéphanie est biochimiste et elle a œuvré dans le domaine de la bioéthique et de la politique scientifique depuis de nombreuses années. Elle est chef de projet en données de recherche en initiative stratégique
au bureau du vice-principal Recherche et Innovation à l'Université McGill. Elle est responsable de la stratégie institutionnelle en gestion des données de recherche de McGill. Donc, bienvenue à vous deux et à vous la parole. Merci beaucoup, François. Est-ce que vous voyez bien la présentation et vous m'entendez bien? Oui. OK, parfait. C'est un très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes là donc avec Geneviève pour vous parler des travaux à l'égard des stratégies institutionnelles en gestion des données de recherche que nous entreprenons en ce moment en étroite collaboration avec les hôpitaux affiliés à McGill. Nous tenons à saluer les organisateurs de ce webinaire de la communauté de pratique accès aux données de la table nationale du directeur de la recherche et Cécile Petitgand en particulier, et à vous remercier pour cette belle opportunité. J'aimerais commencer par une reconnaissance du territoire. L'Université McGill est située sur un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange autochtones, notamment pour les Haudenosaunee et les Anishinaabe. Nous saluons et remercions les divers peuples autochtones qui ont enrichi de leur présence ce territoire qui accueille aujourd'hui des gens de partout dans le monde. Le leadership en GDR est une priorité stratégique pour l'université depuis quelques années, tel qu'indiqué dans notre plan stratégique de recherche et réalisé à travers des investissements dans les services universitaires dans ce domaine, y compris l'établissement d'une unité des services de recherche numérique pour l'ensemble de l'université, des investissements permettant à la bibliothèque de continuer à grandir sa capacité de stockage à long terme des données de recherche et un programme de sensibilisation et de formation en cybersécurité des services des technologies de l'information. Et tout ceci, bien sûr, lié aux activités de recherche à McGill en sciences dites de Big Data, utilisant des mégadonnées, notamment en génomique et en neurosciences. Voici toute l'équipe du groupe de travail de la stratégie GDR de McGill au nom duquel nous présentons aujourd'hui et dont la plupart sont avec nous aujourd'hui dans l'audience. Nous avons essayé de rassembler une équipe qui pourra assurer les liens requis entre les différentes unités de l'université pour faire avancer la stratégie, ainsi que la coordination avec les hôpitaux affiliés. Et aussi une équipe avec des compétences variées et complémentaires allant de la gouvernance et de l'éthique à l'expertise en technologie de l'information et en informatique, en librairie numérique et dépôt de données, ainsi qu'en politique et en administration de la recherche. Et bien sûr, avec une grande expérience en recherche et en transfert des connaissances, aussi bien en sciences qu'en sciences sociales. La coordination avec les hôpitaux affiliés à l'université est vraiment au cœur de notre projet de stratégie institutionnelle. Et ils sont nombreux, en voici la liste. Nous venons tout juste de rencontrer les directeurs de la recherche de chacun d'entre eux et je vous reviens dans quelques minutes pour vous parler un peu plus des priorités GDR qu'ils ont soulevées. Mais je vais maintenant passer la main à Geneviève du Centre de recherche Douglas qui a récemment adopté des principes de sciences ouvertes pour la gestion de leurs données de recherche. Geneviève? Oui. Merci Stéphanie. Bonjour à tout le monde. Encore merci à Cécile d'avoir organisé ce bel événement. Alors moi, je vous parle aujourd'hui en tant que gestionnaire du programme de sciences ouvertes au Centre de recherche Douglas et c'est cette expertise-là que j'amène au groupe de travail de McGill pour le développement de la stratégie. Alors, nous, au Centre de recherche Douglas, on s'est doté récemment de principes de sciences ouvertes qui sont étroitement reliés aux activités de gestion des données de recherche. Les 5 principes qu'on a ici, on s'est rendu compte que, bon, il y a une étroite collaboration entre la science ouverte et la gestion des données, puisqu'on vise à diffuser publiquement les résultats de recherche, évidemment incluant les données. On souhaite faciliter l'utilisation des résultats de recherche. Donc, on veut les rendre fair dans un premier temps pour que les machines soient capables de trouver nos données, mais on veut faciliter leur utilisation en les rendant utilisables et compréhensibles par les humains aussi. Donc, il y a plusieurs activités de gestion de données qui sont possibles pour faciliter tout ça. Et finalement, on aime beaucoup prioriser le bien-être et la vie privée de nos participants de recherche. C'est très important pour nous en sciences ouvertes. Et il y a toutes sortes d'activités de gestion des données, comme par exemple des processus de cybersécurité qui permettent, dans le fond, de permettre la science ouverte de façon responsable. Donc, si vous voulez savoir un petit peu plus sur nos principes, je vous invite à consulter notre site web parce que ce n'est pas le cœur de la présentation aujourd'hui, mais c'était la porte d'entrée, dans le fond, pour mentionner à quel point c'est important tous les prérequis de gestion de données pour permettre la science ouverte ultimement et le partage des données de façon responsable. Donc, parmi les prérequis qu'on a observés, dans le fond, c'est que
pour faire de la science ouverte et pour partager nos données, les données doivent d'abord être en format numérique. Ça peut paraître évident, mais dans le fond, souvent dans les dossiers patients, ce qu'on observe, c'est des versions numériques comme étant des scans de documents papier. Donc, ce n'est pas nécessairement des documents qui sont lisibles par les machines et l'information n'est pas nécessairement trouvable. Les données doivent être de grande qualité. On doit s'assurer, dans le fond, d'utiliser des formats standardisés de données. On doit accompagner nos jeux de données de métadonnées pour en expliquer, dans le fond, les propriétés. D'autres choses qui sont des prérequis à la science ouverte, on s'est rendu compte, c'est sûr, il faut faire la gestion des données. Dans notre cas, autant du côté de la recherche que du côté de la clinique, parce que les données peuvent être utilisées d'un bord comme de l'autre. Et on doit avoir toute une infrastructure qui permet le partage des données. Donc, on parle ici de plateformes numériques qui permettent le stockage et le partage de données. On a besoin de systèmes de consentement, des processus de cybersécurité clairs, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires à la science ouverte et qui ont rapport à la gestion des données. Alors, c'est comme ça que j'ai été invitée au groupe de travail de McGill suite à cette expertise-là. Stéphanie, si tu veux changer la diapo. Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé du côté du centre de recherche? C'est que moi, je suis au service du centre de recherche, mais je suis une employée du CIUS aussi. Alors, j'ai vraiment un pied dans les deux camps et j'ai constitué un groupe de travail pour la gestion des données de recherche avec des membres qui sont des acteurs sur le terrain du côté de la recherche et du côté de la clinique aussi. Donc, c'est des gens qui vivent au quotidien là, des irritants, OK, et qui veulent régler ça. Donc, on s'est constitué en un groupe et on essaie, dans le fond, d'informer le développement de la stratégie qui va être publiée par McGill. Et c'est nous, ultimement, qui va prendre en charge l'implantation de cette stratégie-là. C'est un groupe de travail qui est temporaire, qui a été mis sur pied, issu d'un sous-comité santé mentale numérique. Ça tombe bien chez nous parce que je coordonne les deux groupes, alors c'est très fluide. Donc, si ça vous intéresse, notre modèle de gouvernance, l'objectif ici, c'est de partager de façon transparente et collaborative notre méthodologie et dans l'esprit, évidemment, de l'open science. Ça va me faire plaisir de vous partager toutes ces choses-là si jamais vous voulez vous en inspirer. Aussi, je veux juste dire que tout ce que je présente aujourd'hui, évidemment, ça s'adresse seulement au Centre de recherche Douglas. Je n'ai pas la prétention de représenter l'ensemble des hôpitaux affiliés à McGill non plus. Alors, notre méthodologie locale qu'on a adoptée avec ce groupe de travail, c'est une approche de design thinking. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé toutes sortes de techniques d'empathie pour accompagner les gens qui font du transfert de connaissances, pas du transfert de connaissances, mais du partage de données et qui font aussi de la gestion des données. On les a accompagnés dans leur processus, on a regardé c'est quoi les étapes qui suivent, les irritants, les défis, les solutions qu'ils choisissent, qu'ils choisissent dans le fond pour régler leurs problèmes. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est qu'on extrait les processus gagnants. Donc, on regarde c'est quoi les processus qui fonctionnent, les étapes qu'il faut retenir. On compare la situation actuelle avec une situation désirée et on met en place un processus essentiellement d'amélioration continue. Donc, on n'a pas nécessairement les ressources pour faire pour les équipes de recherche le partage de données pour eux ou la gestion des données. Ce qu'on peut faire pour eux, par contre, c'est retirer la majorité des barrières qu'on a identifiées. Donc, les irritants, on essaie d'apporter des solutions à l'ensemble des chercheurs. Donc, une autre chose qu'on fait pour arriver à les aider, c'est qu'on adapte les services et les politiques. J'ai mis le politique, là, mais ça veut dire ligne directrice, cadre de référence, procédure, toutes les structures qui sont mises en place pour soutenir les gens. On veut qu'elles soient réalistes, adaptées justement à la réalité tangible et qu'elles soient aidantes. On va aussi créer, et c'est en cours depuis un bon moment, bien avant la demande de créer une stratégie de gestion des données, une plateforme numérique de neuroinformatique qui va permettre de stocker, d'analyser et ultimement de partager toutes les données de recherche générées au Centre d'imagerie cérébrale et à l'ensemble du centre de recherche ensuite. Donc, ici, on a plusieurs acteurs qui viennent ensemble pour travailler à faciliter la gestion des données de recherche. De retour à toi, Stéphanie. Merci, Geneviève.
Donc, pour revenir maintenant à la stratégie institutionnelle de McGill, nous établissons et cernons un peu plus nos priorités stratégiques en ce moment, à partir des lignes directrices provenant des 3 organismes, ainsi que de nos connaissances des besoins des chercheurs à travers l'université. Nous tenons compte de sondages effectués à ce sujet, ainsi que des demandes d'aide que nous recevons régulièrement des équipes de recherche. Nous les confirmons, ces priorités, avec toutes les parties prenantes de la stratégie, en ce moment même, les différentes communautés de recherche à McGill et des hôpitaux, qui varient énormément entre eux d'un point de vue de leur expérience et de leurs besoins en la matière. Et nous les confirmons aussi avec toutes les unités qui livrent les services GDR de soutien à la recherche pour l'université. Alors, pour l'instant, en tout cas, nous avons pour but de promouvoir l'excellence en GDR, telles que l'adhésion au principe FAIR pour des données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables, afin d'encourager la transparence, un plus grand partage des connaissances et la réutilisation des données de recherche. Nous voulons développer le cadre institutionnel et le soutien aux chercheurs en ce qui concerne surtout la protection de la vie privée, la revue éthique et la conformité aux lois, pour les données sensibles, cliniques ou liées à la santé, dont le partage autorisé et sécurisé présente de gros challenges, pour les collaborations et partenariats avec d'autres secteurs que le monde universitaire, ce qui peut mener à encore plus de difficultés pour la gestion des données, et enfin pour les réseaux académiques qui s'étendent souvent hors du Québec, ce qui soulève en plus des différences entre les normes et les lois de chacun. Et notre 3e et dernier but est d'encourager le dialogue pour promouvoir le soutien des droits et intérêts spécifiques des peuples autochtones. Pour ce qui est des actions et des activités que nous prévoyons de développer au sein de la stratégie, ceci est simplement pour montrer qu'au-delà des services de soutien à la recherche, de formation et d'accompagnement des chercheurs et tout l'équipement nécessaire en infrastructure de données, l'amélioration du cadre de gouvernance institutionnelle des données, ainsi que les questions de financement des activités GDR ont été identifiées comme essentielles à notre succès. De plus, la coordination des services GDR de soutien à la recherche, qui comprennent aussi des services liés aux logiciels de recherche et au calcul haute performance, à travers notre unité des services de recherche numérique, une collaboration entre le bureau du vice-recteur recherche et innovation, la bibliothèque et les services TI de McGill. Cette centralisation, en quelque sorte, nous permet à la fois d'avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation pour l'université et pour la stratégie, et elle facilite aussi grandement la tâche pour les chercheurs qui ont besoin de conseils et d'informations en créant un one-stop shop, comme on dit. Et pour revenir maintenant à nos priorités stratégiques, dans le contexte de la santé, voici un résumé des aspects que priorisent les instituts de recherche des hôpitaux affiliés à McGill, d'après les réunions que nous venons d'avoir avec leurs directeurs. Donc, pas de surprise, les nombreuses incertitudes liées à la gestion de données sensibles liées à la santé, au niveau de ce qui est permis par la loi, de la revue éthique et aussi des incertitudes concernant les accords de partage de données. Un intérêt pour la gestion des données d'essais cliniques et pour les communautés de patients autochtones ont aussi été soulignés lors de nos rencontres. Et enfin, le manque de dépôts sécurisés pour le stockage à long terme et le partage des données sensibles. Et le 2e groupement de priorités des hôpitaux s'inscrit dans une optique de système de santé apprenant, notamment pour les recherches en système de santé, mais aussi pour toutes les recherches de manière plus générale. Les hôpitaux pourraient vraiment bénéficier d'un accès plus large et plus rapide aux résultats de la recherche afin d'améliorer les soins. Et la coordination entre les SUS et SIS à cet égard, surtout dans le contexte du projet de la loi 19, paraît propice au progrès. Je vais maintenant repasser la main à Geneviève pour vous parler de ce que nous essayons d'accomplir en ce moment pour faire avancer le développement de nos plans stratégiques. Alors, nous utilisons, tel que mentionné par les présentateurs précédents, le modèle MAMIC. Donc, c'est un modèle d'évaluation de la maturité en gestion des données de recherche. C'est un outil qui est basé sur un autre outil d'évaluation qui s'appelait RISE, Research Infrastructure Self-Evaluation Framework. L'idée ici, c'est d'évaluer l'offre de services qu'on a actuellement et l'objectif, c'est de faire une mesure d'écart avec ce qu'on désire accomplir. Et donc, on veut planifier le développement de nouveaux services. On a fait un examen MAMIC à l'interne pour les services centraux de McGill qui sont offerts à l'ensemble des chercheurs.
Et ça nous a permis d'extraire nos forces et nos points à améliorer. Et on a modifié l'outil MAMIC en tant que tel pour en faire une version plus simplifiée qu'on voudrait idéalement déroulé dans certains hôpitaux affiliés. On commence par le tester au Centre de recherche Douglas. Donc ici, si vous connaissez un petit peu cet outil-là, c'est une série de questions où on vous demande, par exemple, est-ce que votre établissement offre une formation pour la gestion des données de recherche? Est-ce que vous avez un système de gestion des licences pour les logiciels, par exemple? C'est ce type de questions-là. Et dans le fond, on réalise cet examen-là d'une façon très superficielle au Douglas et ça va nous permettre de structurer notre planification pour notre stratégie et éventuellement l'implantation de la stratégie, à savoir quel service on conserve, quel service on développe. Donc, c'est un exercice d'intelligence collective, si vous voulez, pour amélioration continue de nos processus. Et donc, l'idée ici, c'est qu'on commence par le tester au Douglas et après ça, on va voir s'il y a d'autres établissements qui seront intéressés. Et par la suite, il va y avoir d'autres défis qui nous attendent, même quand on aura continué à faire toutes ces analyses-là et même élaborer notre stratégie. Notre défi qu'on entrevoit pour la suite, ce sera l'intégration de notre stratégie de gestion des données de recherche avec les pratiques cliniques, plus particulièrement la gestion des renseignements personnels de santé, donc avec le projet de loi 19 qui s'en vient et le ministère de la Santé et Services sociaux qui est en train de revoir un petit peu ces pratiques de gestion des données. Comment ça va s'intégrer avec les stratégies qu'on développe du côté de l'université? Et puis, deuxième point aussi, nous, on est rendu dans une étape assez mature, dans le fond, dans notre réflexion pour être ouvert à discuter avec d'autres établissements maintenant de notre stratégie et de voir votre input, vos idées de manière à faire progresser notre réflexion. Et finalement, une dernière chose, en mon nom personnel, si vous êtes intéressé par l'Open Science et notre exercice de création de principes, bientôt, on va publier un article scientifique décrivant notre méthodologie et nos résultats. Et si ça vous intéresse, ça pourrait être l'objet d'un webinaire dans le cadre de cette communauté de pratique. Et donc, merci de votre attention et on est ouvert à tous vos commentaires. Merci beaucoup, Geneviève et Stéphanie. C'est vraiment, je pense que c'était très compact et très riche en informations, votre présentation. Donc, je vais maintenant ouvrir la parole s'il y a des questions pour vous deux. Donc, est-ce que l'on a des questions en ce moment? Je me permettrai une petite question, François. Oui. Je suis curieuse, donc je remercie les deux présentatrices. Vraiment, c'était très intéressant de découvrir le processus. Et puis, moi, il y a deux questions assez différentes qui ont émané de votre présentation. La première, c'est comment vous avez fait pour intégrer les principes de gouvernance des données liées aux communautés autochtones dans votre stratégie, concrètement, pour nous aider, parce que c'est non seulement une obligation réglementaire, mais c'est aussi quelque chose que veulent faire les centres, harmoniser nos principes en écoutant aussi la gouvernance de la gestion des données selon les principes de communauté. Et le deuxième point, c'est comment, et là, Geneviève, tu l'as souligné à la fin, comment vous faites l'articulation entre la gestion des données de recherche, qui semble très, très bien articulée et qui s'appuie sur des pratiques quand même qui sont datées, là, et la gestion des données de santé tout court, où là, on a plus de difficultés à bâtir des modèles de gouvernance en association avec les évolutions législatives. Donc, comment vous articulez les deux? Donc, c'est mes deux pans de questions. Merci beaucoup. Je vais peut-être prendre la première et laisser la deuxième à Geneviève. Donc, pour le travail avec, en ce qui concerne les réflexions autour et avec les communautés autochtones. Donc, nous sommes au tout début de l'élaboration des plans de stratégie détaillés. Donc, nous avons cette priorité que nous avons établi et confirmé et discuté avec toutes les parties prenantes, l'équipe, etc. Donc, nous commençons tout juste à développer la manière dont on va approcher les choses. Nous avons commencé par la formation. Donc, nous avons invité et développé un programme de formation et invité la First Nations Information Governance Center qui offre des formations sur les principes OCAP de gouvernance des données
liées aux communautés autochtones. Nous avons, donc, depuis quelques mois, nous avons eu des workshops à McGill pour les chercheurs et pour le personnel administratif impliqué dans la gestion des données de recherche pour se former directement avec la First Nations Information Governance Center. Nous avons aussi invité sur notre comité advisory, donc comité de conseil au workgroup de la stratégie, nous avons un membre de la communauté autochtone, un professeur à McGill, qui est très, très intéressé par la situation et va nous permettre d'assurer un lien avec le programme Indigenous Initiatives à McGill qui regroupe les chercheurs autochtones de l'université. Mais nous savons que nous devons développer, c'est pour ça que nous avons mis l'accent sur le dialogue, nous voulons développer toutes les activités que nous pouvons avec les communautés autochtones au cours des prochaines années afin d'assurer une collaboration et un développement qui est vraiment co-créé. Merci Stéphanie. Alors pour la deuxième question qui était comment harmoniser la gestion des données entre les centres de recherche et les établissements de santé, c'est un work in progress. On n'a pas de solution ultime déjà toute faite. Cependant, on privilégie l'approche des petits pas. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a mis sur pied un sous-comité qui s'appelle Santé mentale numérique. Donc, ça fait déjà 2 ans que ce comité-là se réunit. Il inclut des gens au niveau stratégique des deux établissements, donc des gens des TI, des gens de la clinique, des gens de la recherche. On a toutes sortes d'interlocuteurs sur ce comité-là qui discutent justement des défis qu'on a et de solutions potentielles. Une solution qu'on a trouvée, c'est qu'on est allé chercher un financement du FRQS pour embaucher des agents d'interface entre la recherche et la clinique, plus particulièrement quelqu'un qui est embauché en ce moment pour favoriser l'utilisation des données cliniques qu'on a dans nos très complexes bases de données par les chercheurs. Donc, on veut une personne qui comprend la réalité des deux côtés, qui va permettre un échange et une utilisation optimale des ressources qu'on a déjà. En plus de tout ça, on fait des projets pilotes parce que plusieurs de nos chercheurs sont à la fois chercheurs et cliniciens. Donc, ils ont la latitude d'implanter des choses localement et de faire des tests et de générer des leçons apprises par rapport à ça. Donc, ça fait des espèces de compétences qu'on peut transposer à de nouveaux projets. Et on parle beaucoup à des fournisseurs technologiques privés pour le développement de solutions, là, parce qu'on n'est pas les premiers à faire ça. Et puis, si on peut essayer d'aller trouver à l'externe des idées qui ont déjà fonctionné ailleurs, on est parfaitement ouvert à ça. Parfait, merci beaucoup. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelques autres questions dans le questions et réponses. Il y a certaines questions qu'on va garder pour la fin. Ça va maintenant être le tour de présenter notre dernier conférencier pour ce webinaire de ce matin, qui est Dr. Michael Chassé. Dr. Michael Chassé est directeur adjoint des sciences des données au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, donc le CHUM. Il est médecin spécialiste en soins intensifs au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, chercheur régulier au Centre de recherche du CHUM et professeur agrégé au département de médecine et à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Il est titulaire d'un PhD en épidémiologie de l'Université d'Ottawa. Et le Dr. Chassé est également directeur scientifique du Centre d'intégration et d'analyse de données médicales qui s'appelle Citadel, le lac de données du CHUM. Donc, à toi la parole. Bonjour tout le monde. Merci François pour cette introduction. Donc, aujourd'hui, je vous présente en tant que directeur adjoint scientifique en sciences des données du CHUM, la stratégie institutionnelle en gestion des données. Puis, ce qui est différent un peu des autres présentations, c'est que nous, on a vraiment un focus très clinique, utilisation des données cliniques aux recherches cliniques, qui est relié aussi avec la recherche populationnelle de notre centre de recherche, qui donne aussi une complémentarité au défi que cette politique des 3 conseils
donne dans nos diverses institutions au Québec. Le contexte institutionnel actuel au CHUM, donc depuis 2019, on a un cadre de gouvernance Citadel, qui est le Centre d'intégration et d'analyse en données, qu'on avait mis en ligne là, en 2019, mais qui avait été mis dans qui a été créé dans un contexte très recherche qui visait vraiment à résumer un peu, dans le fond, les conditions d'accès à des données pour les fins de recherche, incluant les données cliniques, qui sont en conjonction avec la loi, la L4S, l'article 125 et les procédures qui sont déjà en cours dans nos institutions, mais qui étaient bien sûr qui avaient besoin d'une mise à niveau pour aller chercher toutes les autres considérations là, de qualité, performance, évaluation de l'acte et toute l'espèce de zone grise ou de transition qu'il y a des fois entre les soins cliniques et la recherche. C'était en mise à jour jusqu'au moment de l'annonce de la politique des 3 conseils l'année passée. Et en parallèle, quand on fait l'inventaire dans l'hôpital, qui est juste au bord de la rue, qui est la grande bâtisse qui prend soin des malades et qui génère une quantité faramineuse de données, comme vous savez tous, il y a plein de procédures déjà en place qui ont été mises par différentes directions dans un contexte de leur propre direction, qui sont souvent axées vers les opérations ou les soins aux malades ou la gestion ou plusieurs considérations de chacune des directions qui sont déjà là, mais qui sont très variables. Et eux aussi, je dis eux, mais en fond, moi, je fais partie des deux côtés, il y avait un désir d'homogénéisation par la direction générale. Donc, la politique des 3 conseils arrivait à un moment quand même assez opportun, puisque ça forçait à la fois le centre de recherche à se mettre à niveau, mais aussi de tendre la main vers les opérations et dire, écoutez, on a un grand travail en tant qu'organisation à faire au niveau de la gestion des données. On devrait probablement faire ça de façon concertée et élargir un peu le spectre ou le scope de cette politique-là, puis de se faire une stratégie qui est institutionnelle. Donc, nous, on a opté pour une approche là, qui est un aliment entre les mandats hospitaliers au sens large et la recherche. Un petit rappel, là, juste pour être certain que tout le monde est sur la même longueur d'onde, les 3 conseils qui incluent les instituts de recherche santé du Canada, les sciences humaines, puis conseil de recherche, sciences naturelles et génie, c'est ça les lettres, ont publié vraiment c'est quoi les requis pour les institutions de recherche au Canada qu'est-ce que les institutions doivent émettre d'ici 2023, mais avec un but générique d'encourager les bonnes pratiques en gestion de données. Je fais une petite pause ici. Ce qu'on remarque parfois dans certaines institutions au Canada, c'est qu'il y en a qui essaient de refaire, de réinventer la roue. Mais dans les faits, on sait pas mal c'est quoi que ça devrait contenir, ce genre de politique-là, c'est quoi les principes. Les 3 conseils se sont positionnés clairement pour les politiques fair, donc données repérables, accessibles, interopérables et réutilisables. Mais il y a aussi des procédures de contrôle qualité, de sécurité, de confidentialité qui sont quand même bien définies dans d'autres domaines que la santé, mais aussi en santé, qu'on parle des procédures ISO, qu'on parle de grandes organisations aussi à l'international qui ont déjà fait ce genre d'exercice-là. Donc, on fait comme tout le monde, on a décidé que pour l'établissement, on a laissé les règles. Donc, la règle, c'est qu'on va avoir une stratégie institutionnelle de gestion de données d'ici mars 2023. Et pour les chercheurs, l'idéal, c'est d'avoir un plan de gestion pour le fin du printemps 2022 et d'avoir aussi un dépôt de données disponible. Je n'en parlerai pas plus aujourd'hui. Il y a eu quand même Philippe qui a fait un beau travail pour présenter à quoi ça pourrait ressembler un dépôt de données. Nous, on en a déjà un en place avec Citadel. On a, par contre, l'application est progressive. C'est-à-dire que pour l'instant, comme la politique n'est pas en place encore, l'utilisation n'est pas obligatoire encore. On ne sait même pas si ça va l'être, donc la politique est en écriture, justement, mais l'infrastructure technologique, elle est en place. Donc, un autre élément que j'aimerais mentionner, c'est le contexte provincial. Donc là, il y a les 3 conseils en recherche qui disent, bon, on fait ça, rendre des données disponibles, fair, et tous les principes très, on est tous d'accord avec ça, mais il y a quand même des lois en place déjà, puis il y a des lois qui s'en viennent, qui ont soit été adoptées ou des projets de loi qui ont été déposés qu'on ne sait pas encore non plus dans quelle sera la mouture finale de ces projets de loi-là.
Puis les deux nouvelles, c'est le projet de loi 64 qui a été adopté en septembre 2021, qui modernise les dispositions législatives en matière de protection de renseignements personnels. Et il y a le projet de loi 19 qui est vraiment axé sur la santé et les services sociaux, qui vise vraiment à réformer, si on veut, les règles ou les lois régissant l'accès aux données de santé dans le système de santé. Ce que ça implique, entre autres, puis je mentionne certains éléments qu'il faut qu'on garde en tête en tant qu'institution hospitalière ou qui soigne des malades, c'est que la loi 19 va aussi impliquer de nommer un responsable de la protection des renseignements de santé et des services sociaux. Puis la loi 34, ça nous demande de mettre en place un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. D'autres implications, la loi 19 va aussi exiger d'adopter une politique de gouvernance des renseignements de santé afin de permettre de mettre en œuvre des règles définies, etc., par le ministère. Donc, on voit aussi une espèce de chevauchement avec la politique des trois conseils. Puis ces lois-là nous demandent aussi de planifier des activités de formation et de sensibilisation. Ou pas qu'ils nous le demandent, mais que ça va exiger, parce que comme il y a une loi et personne ne peut ignorer la loi, mais comme la loi est nouvelle, il faut qu'on enseigne aux gens c'est quoi la loi et comment on doit l'appliquer. Donc, c'est quand même un gros chantier. Puis après ça, il y a la notion des principes de la loi. Qu'est-ce qu'elle doit contenir? C'est quoi les éléments minimaux? Mais après ça, quand tu regardes comment tu l'actives, comment tu l'implémentes dans des grandes organisations, là, ce n'est pas juste avoir des politiques, il faut avoir carrément au jour le jour comment est-ce qu'on l'implémente. Donc, la notion de transparence, les registres, qui les gère, comment, où, la technologie derrière, la journalisation, parce qu'il y a des principes de journalisation mentionnés dans le projet de loi 19, mais comment on fait ça? C'est pas simple de journaliser un hôpital, là, surtout si tu veux l'utiliser pour des fins de recherche. La reddition de compte, on nous demande de faire une reddition de compte, une belle ligne de reddition de compte, mais comment on fait de la reddition de compte quand tu as des milliers d'utilisateurs ou de gens qui génèrent des données ou qui les interrogent pour des fins qui peuvent être cliniques, recherche, qualité, performance, mesure de l'acte médical? C'est quand même assez un grand travail. Donc, on a mis en place, nous, ce qu'on appelle le comité directeur en gestion des données du CHUM-CRCHUM, qui a comme mission de bâtir collectivement, donc ensemble, avec tous les acteurs qui vont être touchés et par cette politique-là, mais aussi les changements de loi, une stratégie qui est institutionnelle, donc ça englobe toute notre organisation de gestion de données. On a une vision de viser un consensus pour améliorer toutes les missions de l'organisation qui sont les soins, l'enseignement, la recherche, la gestion, l'innovation et les patients. Les patients qui englobent tous les 5 éléments précédents. Puis, après ça, trouver une solution ou une stratégie pour appliquer ces politiques et procédures-là à tous les niveaux et les directions dans l'organisation. On s'est mis comme mission aussi de planifier la formation et les activités de sensibilisation du personnel, les patients citoyens, et de travailler sur l'acceptabilité sociale de l'accès à l'utilisation des données et ou informations dérivées de la donnée, pour finalement en venir à une culture responsable de l'information et de la mesure. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un comité, comme on fait toujours, créer des comités pour ce genre de travaux-là, qui est très vaste, là, qui inclut la direction de la recherche, la direction générale, la direction de la qualité, évaluation, performance et éthique de l'institution, la direction de l'enseignement et de l'académie, le comité d'éthique à la recherche, en collaboration avec, bien sûr, la direction des services professionnels, la DANU et la direction des services des technologies de l'information. Je ne nommerai pas toutes les personnes dans ce grand comité directeur-là, mais les thèmes et la représentativité, comme vous voyez, c'est large dans toutes les différentes directions qui rendent une institution opérationnelle. Et on l'a structuré en 8 sous-comités qui ont dû réviser le cadre légal, éthique et l'évolution législative réglementaire. Bref, il y a un groupe qui a littéralement épluché toutes les lois actuelles, les lois acceptées et la prochaine loi pour nous générer des recommandations de ce que ça va devoir contenir notre politique en addition des principes FAIR, la politique des 3 conseils. On a eu un comité qui a focusé vraiment sur la classification des données existantes et leur type d'utilisation au sens large. On a un comité qui a focusé sur le cadre de gestion des données actuelles et l'état des lieux, avec le gap aussi avec les bonnes pratiques qui devraient avoir lieu. On a un comité focus
uniquement et surtout sur la perspective citoyenne et l'acceptabilité sociale avec un groupe de patients partenaires. Un groupe qui a focusé très technique sur la cybersécurité et confidentialité, mais d'un point de vue technologique, quelles sont les bonnes pratiques. Un groupe pour réviser nos pratiques en tant que conservation et dépôt de données, métadonnées et résultats de la recherche. Un groupe sur la formation, donc quelle sera notre stratégie de formation et de sensibilisation de ceux qui produisent et qui utilisent la donnée. Et finalement, un groupe qui a émis des recommandations sur les partenariats, sur quelle sera notre stratégie institutionnelle en tant que partenariat au sens large avec les institutions publiques, l'industrie s'il y a lieu, puis après ça, les partenariats au niveau régionaux, nationaux et à l'international. Pour générer notre consensus, on s'est inspiré de la méthode Delphi. Donc, il y a quelqu'un un peu plus tôt, je ne me souviens plus de qui l'a dit, mais c'est dur d'avoir un consensus et faire une interrogation d'une communauté, mais il existe des méthodologies de recherche pour faire ça. On s'est inspiré de la méthode Delphi, qui est une méthode de consensus d'experts qui a été inventée en fait dans les années 50 et qui a été utilisée over and over dans les 70 dernières années pour essayer d'obtenir un consensus et un engagement d'experts pour en venir à sélectionner les éléments les plus importants. Et ça se base sur le principe d'intelligence collective. Donc, quand tu questionnes le plus d'experts possible, tu finis par en venir à un consensus. Donc, quand ça marche, c'est qu'on a généré des recommandations à partir des 8 comités d'experts qu'on vous a nommés. Donc, la fameuse étape Item Generation. Ensuite, on a finalisé les rondes de gradation auprès de la communauté. Donc, une fois que tous les éléments qui ont été générés ont été nettoyés, rassemblés par thème, par domaine, on a littéralement fait des consultations itératives de la communauté pour avoir leur opinion, leurs commentaires sur leur formulation et aussi leur gradation de leur impression personnelle ou d'experts de l'importance de chacune des recommandations. Pour finalement en arriver avec un rapport. C'est sûr qu'ici, vous allez dire, peut-être qu'il y en a que sur tout le monde que vous allez consulter, qu'il y a des éléments qui sont obligatoires, qui ne seront pas identifiés comme importants. C'est toujours possible, mais ce qu'on se rend compte, c'est que justement, l'intelligence collective fait que si à un moment donné, dans une politique, ça a été élu comme étant important, avec l'intelligence collective, c'est aussi réidentifié comme important. Et ce que ça a comme avantage, c'est un, nous assurer de ne pas avoir d'angle mort, mais aussi ça facilite l'engagement de l'institution. Donc, dans 3, 4, 5 ans, lorsque les gens vont nous demander « Ouais, la politique, telle ligne, telle recommandation, elle vient de où? » Elle vient de cette génération-là. Voici quelle était sa gradation. Voici tous les gens qui avaient été consultés. Et voici la raison pour laquelle elle fait partie de notre politique institutionnelle. Donc, où on en est rendu? Donc, en septembre, on a émis notre feuille de route pour chacun des sous-comités, nommé les responsables, les membres, les objectifs, les livrables et les échéanciers. Les recommandations ont été émises juste en revenant du temps des fêtes la première semaine de janvier par tous les sous-comités. On a reçu 122 recommandations au comité directeur provenant des 8 comités de ce que devrait contenir la politique. Et bien sûr, chaque recommandation ne s'attaque pas à l'implémentation, mais c'est des principes de qu'est-ce qu'on devrait inclure dans cette grande politique institutionnelle. Donc, on est maintenant dans le processus Delphi. Donc, on a 2 itérations ou 3 itérations de fait, 2 ou 3, j'ai un blanc là. Où les gens doivent grader sur l'échelle Likert et ou commenter chacune des recommandations. Donc, la phase 1 était avec 15 experts ciblés, juste pour essayer de réduire et ou réorganiser et ou améliorer la nomenclature. La phase 2, c'est la communauté au sens large, où en fait, c'est des milliers de personnes qui ont reçu l'invitation à contribuer. On a 221 participants pour le moment qui ont émis des commentaires, dont 71 qui ont émis des commentaires sur tout. Donc, c'est quand même assez intéressant d'un point de vue engagement institutionnel. En parallèle, notre groupe sur la formation a mis en place une veille, donc c'est la bibliothèque du CHUM, une veille sur la gestion des données pour toute la communauté qui est déjà active où on peut s'abonner pour commencer déjà à sensibiliser les gens aux nouveautés dans le domaine avec des
les lectures proposées et un registre complet et curated là, d'informations. Les étapes qui nous restent, là, donc, c'est de terminer notre sélection et notre consultation des recommandations. Bien sûr, il y a des recommandations qui sont obligatoires, même si elles n'auront pas été gradées. D'autres qui pourraient être optionnelles, mais qui, s'ils sont gradées par la communauté comme étant importantes, seront intégrées à la politique. En parallèle, on était en train de commencer à la rédaction. Donc, on a déjà le squelette qui nous est imposé, donc c'est de rédiger tout ça. Et notre objectif, c'est pour septembre, de publier la version finale de ces travaux-là. Je termine la dernière diapo en disant qu'on a prévu qu'une fois qu'on va avoir émis la politique, là, qui est révision, d'avoir un processus d'évaluation continue, de mise à jour continue. Donc, la première révision aura lieu ici mars 2023, qui est la date finale, en fait, qu'on devrait la publier. Mais comme on veut la mettre en place en septembre, on va avoir 6 mois pour la tester et adapter les grandes aberrations s'il y en a. On va maintenir les sous-comités avec le temps pour ajuster les politiques et les procédures, puis afin d'assurer un engagement continu à la communauté. Merci. Merci beaucoup, Michael. Très intéressant. Ça a généré aussi beaucoup de questions dans notre liste de questions et réponses. Et je ne sais pas si on va être capable de toutes répondre à ces questions-là dans le temps qui nous reste. Alors, je regarde les questions et je crois que je vais commencer avec une première qui concerne justement le CHUM et Douglas. Donc, comment faites pour distinguer et intégrer les questions en lien avec les gestion des données de recherche, donc des politiques des 3 organismes, avec les données qui peuvent servir à la recherche, mais qui sont orientées sur l'accès aux données des usagers et des employés, donc les données plus administratives? Donc, comment faire la distinction entre les enjeux des données plus accès recherche et des données plus administratives? Michael? Je ne suis pas certain que je comprends la question, mais je vais m'essayer une réponse. J'avais pas aimé j'avais pas aimé ça, mais une des façons relativement simples, c'est le protocole. Déjà, s'il y a un protocole de recherche, ça l'aide de savoir que c'est de la recherche. Parce que la recherche, ça peut être sur des données administratives, ça peut être des données de ressources humaines, ça peut être des données de finances, ça peut être des données de logistique. Donc, à partir du moment qu'il y a un protocole de recherche associé, ça rentre en track recherche. Donc, ça, c'est relativement, en fait, c'est pas relativement, c'est clair. Protocole, recherche, point final. Maintenant, où on a une zone grise, c'est que la notion de qualité-performance, là, où des fois, les gens disent « Ah, moi, j'ai amélioré la qualité de mon établissement, je veux faire telle intervention. Ah, ben c'est vraiment intéressant ce que j'ai trouvé. Finalement, j'aimerais ça en faire un projet de recherche. » Donc, ça, c'est toujours un défi. Donc là, on est en train de justement rédiger, dans la politique, on a une section pour guider les gens sur qu'est-ce qui est de la recherche, qu'est-ce qui est de la qualité pure, puis qu'est-ce qui devrait pas, quand est-ce que la transition se fait. Puis une bonne partie va aussi aller sur l'intégrité des gens, c'est-à-dire que si vous faites quelque chose de novateur, vous essayez quelque chose qui n'est pas dans la littérature, vous posez une question sans réponse, vous ne savez pas quel est le résultat, probablement que c'est de la recherche et qui devrait rentrer dans une track recherche. Je pense que ça serait un peu ça, ma tentative. Je pense que c'est un peu ça, le pont entre les deux, dans le sens que des initiatives peuvent être prises du côté plus administratif ou opérationnel, mais à un moment donné, il y a un pont à faire vers la recherche aussi. Mais les principes de contrôle qualité, par contre, et de sécurité devraient être les mêmes. Hein. La confidentialité, c'est la vraie même chose en recherche qu'en clinique. Je pense que à mon avis, c'est personnel, là, si je ne veux pas engager mon institution, mais c'est faux de dire qu'on devrait avoir des standards différents pour la recherche et pour la clinique. La façon d'utiliser qui est différente, ou peut-être les réalités de l'implémentation qui est différente, mais les principes sont les mêmes. Si je peux juste préciser un petit peu la question que je voulais poser là, avec ma question, c'est que ce que les 3 organismes nous demandent, c'est vraiment par rapport aux données de recherche, donc ce qui est utilisé par les chercheurs. Donc, on est plus dans pas juste l'archivage, mais il y a particulièrement l'archivage avec comment rendre ça disponible à tous, etc. Alors qu'il y a l'autre côté, ce qui est pertinent aussi pour les chercheurs, où est-ce qu'on va demander d'avoir plus facilement accès aux données
données administratives ou des données patients, etc. Mais c'est comme l'aspect plus, disons, le PL19, la loi 25 qui était le PL64, tout ça. Donc, là, on est dans l'accès aux données, on est dans la gestion des données de l'établissement. Puis, de l'autre côté, on est du côté plus dans des données de la recherche, les données des chercheurs. Puis, il y a comme une conciliation que je trouve qui est parfois un petit peu ardue. Je suis d'accord avec le fait que les principes devraient être les mêmes et tout. Par contre, c'est pas les mêmes données dont on parle, sont pas au même endroit. Puis, c'est un peu dans cette, comment vous rencontrez les exigences, parce que ça peut être les mêmes données, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes données. Donc, c'était plus ça le sens de ma question, là. J'ai un élément de réponse du côté de McGill. Peut-être, Stéphanie, tu peux complémenter après les données des employés et des étudiants, par exemple, du côté de McGill, sont organisées par le Chief Information Officer, alors que toutes les données de recherche, leur gestion est coordonnée via le Vice Principal Research and Innovation. So, c'est deux groupes séparés complètement. Et effectivement, il y a une collaboration à définir entre les deux parce que tout ça c'est nouveau, là, la stratégie de gestion des données de recherche, alors qu'on avait déjà une politique pour toutes les autres données. Et c'est très important de les harmoniser. Ce n'est pas encore complété. Et oui, juste pour ajouter, ces questions du cadre de gouvernance des données et du partage et des différences et des distinctions entre, toutes les données d'administration de l'université, toutes les données de recherche et ensuite toutes les données du milieu de la santé qui se trouvent aux hôpitaux affiliés. On va regarder ça, avec une loupe et essayer de trouver des solutions avec un cadre de gouvernance et des procédures qui permettent de faire le tri adéquatement et de manière sécuritaire. Il peut y avoir un gros défi, mais si le projet de loi 19, c'est sûr qu'il va avoir besoin d'encadrement sur son interprétation, mais après avoir questionné directement les gens qui l'ont écrite, je pense qu'il y a des gens qui sont présents aujourd'hui qui ont contribué. Ça inclut tout le système de la santé, tout. Il y a certaines exclusions, mais mettons un tout sauf quelques exclusions mineures. Majeures, mais mineures dans le sens où dans un cadre d'organisation comme la nôtre, ça ne nous touche pas vraiment. Donc, toute notre organisation est couverte, incluant les ressources humaines, incluant pas mal tout ce qui est généré là. Je réitère ma réponse je pense qu'il n'y a pas tant de distinction à faire que ça. Puis, présentement, ce n'est pas implémenté, mais on va devoir se responsabiliser puis implémenter une stratégie qui est commune à pas mal tout ce qui touche la santé. Maintenant, je ne peux pas me prononcer sur les autres domaines, mais pour la santé, je pense que même les données que traditionnellement, on ne considère pas ça comme des données de recherche, dans le cadre de la nouvelle loi 19, peut-être que je me trompe, mais c'est l'impression que j'en ai, ça va pas mal tout courir, là. Parfait, merci. J'ai une question que je trouvais très intéressante pour tous les panélistes. Donc, est-ce que les travaux et les questionnements actuels intègrent le concept d'identifiant numérique citoyen qui est mis de l'avant par le gouvernement? J'espère qu'un jour, si on a un, on va l'intégrer. Ça va être un plaisir de l'intégrer. Il n'existe pas présentement, donc on est obligé de le faire nous-mêmes. Puis quand on a des collaborations, on est obligé de le reconstruire. Mais il n'existe pas présentement. On a d'autres répliques à ce sujet-là chez les autres panélistes? Ou je crois que ça fait quand même une réponse assez complète. C'est quelque chose qu'on souhaite ardemment avoir, mais qu'on en entend parler, mais qu'on ne l'a pas vu nécessairement se matérialiser. C'est ça, la balle n'est pas dans notre camp, là. Parfait. Une autre question. Donc, dans le cas de projets multicentriques, donc qui touchent plusieurs centres de recherche, est-ce qu'il y a un principe qui gouverne la gestion des données si les stratégies sont différentes entre les différents centres? C'est la même loi qui va s'appliquer à tous, là, puis PL19 va faire en sorte que, je veux dire, un renseignement de santé, peu importe où il se trouve, est un renseignement de santé. Ça va simplifier beaucoup, beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, je pense que la loi est la même pour tout le monde. Puis les politiques vont peut-être être différentes dans leur implémentation par site, puis peut-être qu'avec le temps, on va s'adapter aussi. C'est sûr qu'au début, il va y avoir des petites choses qui vont être un peu différentes d'un endroit à l'autre. On est quand même habitués, ceux qui faisons du multicentrique, à devoir gérer cette réalité-là, que chaque institution a
réalité. Présentement, je ne pense pas qu'il y ait d'initiative pour avoir la même politique provinciale. Par contre, des webinaires comme aujourd'hui, ça vise à avoir un peu moins ça arrive plutôt à assouplir les liens entre chacune des organisations. Et mon impression avec le projet de loi 19, comme Philippe a dit, puis les initiatives avec la PNDR et tout qu'on est en train de faire, je pense qu'il va y avoir quand même un fil commun conducteur assez intéressant. Parfait, merci. Autre question. Quelles sont les initiatives déployées envers les chercheurs pour mettre en lumière tous les gains que les chercheurs peuvent aller chercher en mettant des ressources pour faiриfier, donc je cite la question telle quelle, leur projet de recherche, que ce soit au niveau des subventions, des citations, etc. Donc, quels sont les gains qu'on peut mettre de l'avant de mettre en place les principes FAIR pour les chercheurs? Je peux y aller rapidement. La carotte, en fait, c'est la citation. Pour le chercheur, la chercheuse, on vit de ça. Nous, on est évalués comme ça. Malheureusement, encore peut-être un peu trop. Là, les organismes revisent leurs critères d'évaluation des chercheurs, mais c'est la principale source d'évaluation. Combien de citations, combien de papiers on a. Un chercheur qui viendrait faire la curation d'un jeu de données, qui publierait ce jeu de données-là, émettrait un DOI, pourrait recevoir ce crédit scientifique-là, alors que les gens pourraient citer le jeu de données au lieu de citer l'article. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est une carotte importante qu'il faut mettre de l'avant. Il faut convaincre les chercheurs et chercheuses. Et ce n'est pas simple. Hein? C'est toujours plus facile d'aller directement droit au but, au résultat, pas trop se soucier des données. Une fois que l'article est publié, les données, on les oublie. Comme je disais tout à l'heure, c'est un changement de culture. Et je pense que cette carotte-là, de dire, vous pouvez avoir du crédit scientifique si vous avez pris le temps de publier vos données, de les documenter correctement, vous aurez du crédit scientifique associé. Aussi, j'aimerais rajouter, du côté de McGill, il y a certains départements qui sont en train de réviser leur tenure and promotion. Donc, pour avoir des critères qui permettent d'évaluer le partage de données, le partage de code, et dans le fond, toutes les activités d'Open Science. Donc, il n'y aura pas nécessairement des points attribués à ça, mais pour l'instant, il n'y a même pas d'espace pour mentionner ces contributions-là. Donc, le premier petit pas qu'on fait, ce serait d'ajouter une case là, pour ajouter ces contributions-là. Parfait, merci. Il va rester le défi, par contre, de le faire parce qu'il y a certains types de données ou de trucs présentement qu'on a, même si on veut, on ne peut pas, là. Mais donc, ça va passer aussi par l'enseignement, le transfert de connaissances, de dire, quand vous faites des projets, avant de commencer votre projet, planifier, faire un consentement éclairé, l'expliquer à vos patients que vous allez rencontrer. Puis quand c'est du rétrospectif, de la donnée massive, là, on a encore un flou de comment est-ce qu'on va faire pour publier 1,2 million de patients. Là. C'est sûr, quand je dis ça, c'est provocateur, mais c'est quand même ça parfois que ça implique, si jamais on veut l'appliquer à la lettre, ce fameux principe-là. Donc, il va falloir être imaginatif dans les façons de faire. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer générer un dataset synthétique qui représente les caractéristiques du dataset initial? Est-ce qu'on peut imaginer de créer un carré de sable sécurisé pour des audits externes? Il y a d'autres stratégies qu'on peut mettre en place là, pour respecter les principes, là, qui ne nécessitent pas nécessairement d'envoyer en ligne sur Google toutes les données de nos patients. Là. Et rapidement aussi pour le crédit scientifique, je vois qu'il y a Eve Guirapaquette de UDM là, qui a mis en ligne là, un lien. Puis de plus en plus, les revues reconnaissent aussi le rôle, par exemple, de curateur de données, comme quelqu'un qui contribue. Puis souvent, ces gens-là ne sont pas nécessairement reconnus. Hein. Il y a le premier auteur, le dernier, puis le curateur de données, c'est les gens qui font la poutine, puis l'ingénierie de données ne sont pas nécessairement reconnus. Là, les revues disent c'est important ce rôle-là, c'est extrêmement important. Dans certains projets IA, des fois, c'est 80% de l'effort qui est mis en curation de données. Il faut que ça soit reconnu. Donc, on s'en va vers ce genre de crédit scientifique-là aussi. Parfait, merci beaucoup. Je vais y aller avec une autre question parce que le temps file. Il y a quelques questions qui ramènent un peu plus au côté éthique. Croyez-vous que nous détenons toutes les connaissances et les compétences requises pour éviter que les données soient utilisées à mauvais escient? Autrement dit, croyez-vous que nous sommes en mesure de prévoir et de prévenir les dérives liées à l'utilisation des données une fois leur partage massif? Je ne pense pas qu'il y a de partage massif prévu, là. C'est assez clair. Justement, on ne s'en va pas vers ça. Justement, des projets comme
CODA, là, mené par Michael, vise justement à faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de diffuser la donnée pour pouvoir en extraire le jus. Donc, c'est vraiment d'avoir des approches fédérées. Donc, on n'est vraiment pas dans la diffusion et même de jeux de données anonymisés. Il y a des gens, certaines juridictions qui disent, ben là, nos jeux de données sont anonymisés, on peut relarguer ça dans la nature. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de danger à faire ça, là. Donc, il y a des possibilités de réidentification et ça a été démontré. Donc, on veut s'éloigner de ce modèle-là où on relargue des données dans la nature, même si elles sont anonymisées. Puis je veux dire que je suis d'accord avec le commentaire. On n'a pas toutes les connaissances sur plein d'affaires présentement, incluant les médicaments qu'on donne, les traitements, les décisions qu'on prend. On n'est pas sûr si la bonne dans 2 ans. Je veux dire, c'est vrai dans pas mal toutes les sphères. Puis ici, c'est vrai aussi. Je pense qu'il faut être humble là-dedans, de savoir qu'on ne le sait pas. Fait qu'il faut avoir un certain principe de précaution. Et c'est pour ça qu'on est ici autour de la table aujourd'hui. On est tous des gens qui vous disent la même chose que ce que Philippe vient de dire. On ne va pas lâcher un point. Même si on nous demande les principes faits, on ne va pas lâcher les bases de données de nos patients dans la nature. C'est pour ça qu'on va faire. Là. Ce qu'on fait présentement, c'est qu'on met une stratégie pour respecter les principes, mais justement de ne pas mettre en danger nos patients. Puis c'est ça qu'on est en train, c'est pour ça qu'on prend des années de travail à essayer de trouver une façon responsable de respecter ces principes-là, de permettre de faire ces travaux-là, de bénéficier des travaux de la recherche, parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier les bénéfices. Si on dit non, on ne fait rien, et alors on n'aura pas les bénéfices non plus. Mais de respecter aussi les risques qu'on ne connaît pas encore. Puis là, comme j'ai dit, on pourrait avoir un séminaire complet sur des stratégies alternatives à relâcher une base de données complète en Excel sur Google. Vous voyez un peu la caricature que je fais, là, mais c'est juste pour voir les extrêmes. Là. Et François, c'est toi qui disais que les facteurs de risque ne sont pas nécessairement technologiques, mais plus humains dans ce type de scénario? Ben, quelque part, c'est un peu ça l'esprit de la question. L'idée, c'est des plus de. Je pense que c'était dans une question précédente aussi, là, des données qui ont été diffusées de façon malencontreuse en Europe, par exemple, où un chercheur a stocké des données dans un endroit qui n'était pas sécurisé et les données ont fuité par la suite. Là. Donc, c'est des enjeux qui existent où ce que ça peut être volontaire ou ça peut être involontaire aussi là, de la part du chercheur. C'est ce que je crois qui était l'esprit de la question. On va y aller avec une dernière question pour aujourd'hui. Je sais qu'il y en a plusieurs que malheureusement on n'aura pas pu répondre, mais ça sera toujours possible de faire un suivi par la suite, je crois bien. Donc, aux divers établissements de santé, est-ce que vous disposez d'un catalogue de métadonnées qui assure la qualité des données qui sont rendues disponibles? Si l'idée est de s'inscrire dans une logique de système de santé apprenant pour innover, ça exige d'avoir une vue d'ensemble des systèmes d'information numérique et des métadonnées versées dans les lacs. Donc, la question est autour des catalogues de métadonnées qui seraient partagés entre les institutions, probablement. Merci pour une réponse. En fait, le catalogue de métadonnées, on essaie de le faire, mais il y a plusieurs choses. Les données de recherche, c'est relativement simple d'avoir un catalogue parce qu'ils sont générés avec des définitions en tête et une méthode en tête. Les données générées par le système de santé ne sont pas générées dans ce contexte-là, sont générées pour générer un patient à la fois. Okay? Comment ça rentre dans un système, c'est souvent des flux de données. Il y a pas, la procédure de visualisation en clinique n'existe pas vraiment. Il y a la validation du système, mais dire ce qui rentre dans le système, c'est-tu un artefact, c'est-tu arrivé sur le bon patient et tout, c'est pas fait comme pour des fins de recherche, c'est fait pour des fins de soins à un patient. Donc, il y a deux niveaux à la question. Un, les métadata, c'est faire un inventaire de toutes les sources. Oui, comme nous, on est en train de, c'est un progress, mais il y a des centaines, mais en fait des milliers de sources différentes. Puis chacune a des variables, puis c'est basé normalisé qui peut avoir 10 000 variables. Là. Donc, c'est pas simple de créer un catalogue de métadonnées. Puis après ça, on parle de validité. Qu'est-ce que la validité? C'est quoi le niveau de validité? Est-ce qu'on peut faire ça a priori avec des données du milieu réel? Je pourrais poser des questions longtemps comme ça. Avec Philippe, on est en train de faire une grande demande sur l'utilisation des données en milieu réel, comment on fait ça. Donc, si vous êtes un chercheur épidémiologiste qui est habitué à avoir des données validées, vous savez exactement la valeur précisée, positive, négative, possibilité, spécificité, oubliez ça, là. Les données du milieu réel, ça n'existe pas. Là. Vous allez devoir faire un travail en temps réel à chaque fois que vous l'utilisez pour savoir c'est quoi cette donnée-là, elle vient de où, c'est quoi ses risques d'erreur, et ainsi de suite. Maintenant, arrêtez d'avoir des données parfaites dès le début. J'espère qu'on va avoir ça un jour, mais je pense qu'à court terme, ça ne sera pas ça pour les données générées dans le réseau. Là.
Parfait. Merci beaucoup. Je vois qu'on arrive à la fin. Je crois que Cécile voulait faire aussi un petit mot pour partager l'invitation à notre communauté sur Slack. Oui, Je te merci laisse la beaucoup. parole. Je voulais que tu closes le webinaire, mais je ne On peux va pas clore tout de résister suite à après. l'envie. Voilà, très bien. Je ne veux pas résister à l'envie de vous partager notre invitation à rejoindre la communauté de pratique parce qu'à travers nos sous-canaux, qui sont des canaux de discussion, on en a un sur les stratégies GDR, sur l'accès aux données, sur les normes de conservation, les principes FAIR, l'acceptabilité sociale, la participation citoyenne. Donc, venez nous joindre et participer à la conversation. Je vous ai mis le lien dans le clavardage. Sinon, vous pouvez entrer en contact directement avec nous par courriel ou via les réseaux sociaux pour avoir ces liens d'invitation. Merci beaucoup à tous les participants. Et puis, François, je te laisse conclure. Oui, merci à tous les panélistes et à tous les présentateurs et présentatrices pour ce bel atelier. Je crois qu'on a une grande quantité de connaissances qui ont été partagées aujourd'hui par rapport aux différentes stratégies de gestion des données de recherche, surtout les défis qu'on rencontre, les places où on est rendu dans les différentes institutions, à quoi on s'attend, le contexte légal aussi qui est pas nécessairement évident à naviguer, puis qu'on apprend tous à travers de tout ça. Donc, merci à Philippe, Émilie, Geneviève, Stéphanie, Michael et à Cécile qui a organisé tout cet événement-là aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tous. Et pour ceux et celles qui leur question n'a pas nécessairement été répondue parce qu'on avait un temps limité, ben, c'est une belle raison de venir nous rejoindre dans la communauté Slack pour continuer la discussion avec nous tous. Donc, merci à tous. Merci pour Bonne journée. l'invitation. Bonne Bye fin bye. de semaine. Merci. Bye bye. Merci Bye. beaucoup. Merci. Bye.